Merci Antoine. Alors bonjour à tous, bienvenue à cette présentation du premier PEMAD révisé. Je suis vraiment heureuse de vous voir en si grand nombre. Donc la présentation que vous allez voir aujourd'hui, vous allez le constater, a un caractère assez général. Nous passerons à travers tout le contenu du PEMAD révisé, mais sans beaucoup entrer dans les détails. Donc, cette rencontre elle vise essentiellement là, à mettre tout le monde au même niveau en vue des rencontres de concertation plus spécifiques sur les défis qui auront lieu dans les prochaines semaines et où on pourra à ce moment-là entrer dans les détails. Donc, c'est un premier projet de PEMAD. Évidemment, nous sommes fiers du contenu que nous avons produit. On pense avoir amené plusieurs éléments innovants, mais nous sommes conscients que ce projet de PEMAD-là est imparfait. Et j'ajouterais que cette imperfection-là, elle est voulue et que la démarche a été pensée de cette façon-là. Il reste des orientations, des objectifs, des cibles à préciser, des mesures à définir, puis c'est pour ça que vous êtes là. On compte beaucoup sur votre expertise et sur votre apport constructif, je dirais, pour faire en sorte que le PEMAD révisé soit au final un document, un outil innovant, rassembleur, inclusif, mais surtout exemplaire à l'échelle du Québec et d'ailleurs. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera faite par mes collègues Antoine Verville, directeur de l'aménagement du territoire, du transport et de la mobilité, Denis Jean, directeur général adjoint, Marianne Thibault, conseillère en environnement, ainsi que Charles-Éric Bernier, directeur de l'environnement, qui, pour l'occasion de sa fête, a mis une cravate. Donc, bonne fête encore, Charles-Éric. Une période de questions suivra la présentation, questions, commentaires, suggestions. Je vous dirais qu'à ce stade-ci, il est possible que nous n'ayons pas toutes les réponses ou toutes les solutions aux éléments que vous allez certainement soulever. Donc, cette démarche de concertation-là vise justement à trouver ces solutions ensemble puis à co-construire un document dont nous serons tous fiers au final. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous accordez, pour votre intérêt envers nos travaux. Je vous souhaite une agréable rencontre et je cède la parole à Antoine Verville. Merci beaucoup, Caroline. Je prends la relève, en effet. Bon, Caroline l'a dit, je me suis joint assez récemment à l'équipe de la CMQ comme directeur aménagement, transport et mobilité. Je prends la relève de Denis Jean, mais qui est toujours là comme directeur adjoint pour quelques mois qui le mèneront jusqu'à sa retraite. Donc, Denis est toujours très impliqué dans tous les dossiers à la CMQ, notamment celui du PMAD révisé. C'est moi qui prends la direction du projet à partir de maintenant avec le soutien très, très, très étroit de Marianne que Caroline a présenté. Marianne, là, je la présente souvent un peu comme la chef d'orchestre du PMAD. Il y a plusieurs personnes dans l'équipe, mais aussi au sein de notre réseau de partenaires, de nos composantes qui contribuent au PMAD. Donc, c'est Marianne qui reçoit tout ça, qui organise le tout, qui est gardienne de la cohérence dans l'ensemble du document aussi. Donc, elle va faire une partie de la présentation un peu plus tard, là, mais c'est une personne clé dans le projet de PMAD révisé qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a aussi, évidemment, toute l'équipe de la CMQ là, qui est derrière. Autant l'équipe de l'aménagement du territoire, des transports, de la mobilité que l'équipe de l'environnement. Vous allez le voir, là, il y a plusieurs aspects du PMAD qui traitent d'environnement. Donc, c'est vraiment là, ces deux équipes-là qui sont mises à profit, en plus de nos collègues qui travaillent sur les aspects sociaux ou zones inondables, par exemple. Donc, c'est vraiment un grand travail là, de toute l'équipe de la CMQ qui est autour de ce premier projet de PMAD puis qui va se poursuivre jusqu'au deuxième projet. Donc, avant de commencer la présentation, j'ai quelques informations techniques à vous fournir ce matin. D'abord, vous l'aurez constaté, la rencontre est enregistrée pour des fins de compte-rendu, mais aussi pour qu'on puisse partager l'enregistrement s'il y a des personnes présentes qui voudraient le réécouter ou il y a quelques personnes là, qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui, mais qui ont un grand intérêt à participer aux ateliers par défi qui suivront. Donc, l'enregistrement leur sera présenté aussi, là, leur sera partagé pour qu'ils puissent l'écouter et se préparer aux rencontres par défi. La présentation aussi, on va sûrement avoir la question. Là, la présentation pourra vous être rendue disponible suite à la présentation d'aujourd'hui. Donc, sachez-le tous.
On attendait à peu près 120 personnes aujourd'hui. Comme je vous disais, il y en a certaines à qui on va envoyer l'enregistrement. On est 100 dans la salle là, pour le moment. Il est possible qu'il y ait quelques personnes qui se joignent en cours de route. On ne fera pas de tour de table, c'est trop de monde. Par contre, pour le bénéfice de tous, il y a des gens, évidemment, des municipalités locales, des municipalités régionales de comté qui sont ici aujourd'hui, mais aussi des partenaires du milieu universitaire, du milieu institutionnel, aussi des partenaires du secteur communautaire, donc toutes sortes de gens qui peuvent être plus ou moins familiers avec le projet de PMAD, avec ce qu'est un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre pour mettre tout le monde à niveau. On va revenir sur certaines bases. Donc, si vous connaissez déjà certaines de ces bases-là, bon, on va aller aussi un peu plus en détail dans certaines diapositives, mais il est possible que pour vous, là, il y a des choses que vous maîtrisiez déjà, mais c'est vraiment pour le bénéfice de tout le monde. On revient sur certains éléments contextuels. Donc, c'est une rencontre qui vise à mettre tout le monde à niveau sur le premier projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement en vue des ateliers de concertation qui viendront dans les prochaines semaines. Il y en a 6, là, on va vous les présenter tout à l'heure. On va être ensemble pour une durée d'environ 2h30. La présentation qu'on a à vous faire dure 1h20, 1h30. Ensuite, il y aura une petite pause, puis le reste de la rencontre sera réservé à une période d'échange. Donc, on va vraiment garder les échanges pour la fin. On va vous inviter à garder vos propositions ou vos interventions en note, à garder aussi vos micros fermés pendant la présentation. Peut-être aussi, là, ça semble bien se dérouler au niveau de la bande passante et tout ça, là, mais si certaines personnes veulent fermer leur caméra, ce n'est pas nécessaire pour la première portion de la rencontre. Par contre, au moment des échanges, on va vous demander évidemment de réouvrir vos caméras pour que ce soit plus interactif. Vous verrez aussi dans la présentation, il y a des références aux documents du PMAD avec des numéros de page qui ont été faits. Donc, si en parallèle, vous voulez ouvrir votre PMAD là, pour être capable de suivre, la présentation y fait référence. Donc, vous pourrez là, vous y référer si vous le souhaitez. Ce n'est pas nécessaire là, pour comprendre ce qui va être discuté aujourd'hui, mais des fois, certaines personnes peuvent vouloir fouiller un peu plus loin. Là, les références sont indiquées dans la présentation. On vous demande de garder vos interventions pour la fin. Par contre, on a prévu un tableau collaboratif sur l'application Miro pour que vous puissiez, en cours de présentation, tout de suite commencer à inscrire vos réflexions sur des post-it, vos réflexions, vos propositions. Donc, on va vous partager là, à l'instant le lien dans le chat pour pouvoir vous connecter sur le tableau collaboratif Miro. Puis, je vais vous partager mon écran pour vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme pour ceux là, que ce serait la première fois qui utilisent le Miro. Donc, laissez-moi juste partager mon écran une seconde. Donc, voilà. Normalement, vous devriez voir là, à l'écran le Miro auquel vous avez tous accès par le lien qui vous a été partagé dans le chat. C'est une plateforme qui est très, 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 très simple d'utilisation. Il faut juste écouter les 2 ou 3 consignes que je vais vous donner à l'instant. Donc, d'abord, vous voyez, là, le Miro a été organisé par chacun des grands défis à l'échelle métropolitaine. La présentation va être organisée autour de ces défis-là. Donc, on va vous présenter le défi 1 sur la mobilité durable et la structuration du territoire. Ensuite, le défi 2 sur l'occupation durable du territoire, ainsi de suite. Donc, il y a 6 défis qui représentent ici chacun une colonne. Puis, au bas du Miro, il y a aussi le défi transversal qui s'intitule « Vers la carboneutralité dans l'aménagement et le développement du territoire ». Donc, celui-là sera présenté à la fin, mais il est aussi un peu inclus dans tous les autres défis. Si, lors de la présentation, vous avez des réflexions, vous pouvez simplement là, aller sur un post-it puis écrire à l'intérieur votre idée, votre proposition, comme je l'ai fait en ce moment. Si vous voulez ajouter des post-it, il n'y en aura pas assez de 3, évidemment. Vous pouvez soit en copier-coller un là, par vos fonctions d'ordinateur que vous connaissez ou par le bouton de droite sur votre souris, ou vous pouvez aussi en ajouter avec la bande défilante de gauche ici, là, Sticky Note. Désolé, la plateforme est en anglais, là, mais ce serait une note autocollante. Donc, en cliquant dessus, là, vous pouvez même choisir la couleur de votre note pour en ajouter une. Donc, c'est principalement la fonction que vous devez utiliser aujourd'hui pour partager vos réflexions. Normalement, vous ne devriez voir que votre souris à vous. Si vous voyez un grand nuage de souris à l'écran pour les 100 personnes présentes, vous pouvez aller cliquer ici en haut sur le petit onglet qui vous permet d'activer ou désactiver les curseurs des autres personnes. Je vous invite très fortement à le désactiver. C'est beaucoup moins énergivore pour poursuivre là, les travaux sur la plateforme. Donc voilà, je vois qu'il y a 29 personnes là, de connectées en ce moment. Je vous invite à
à tous vous connecter si possible. Si jamais vous n'êtes pas en mesure d'utiliser Miro, ce n'est pas grave. Il y a une période de discussion à la fin. Vous pourrez à ce moment-là lever la main, partager verbalement là, vos propositions, puis on pourra les ajouter au tableau collaboratif de notre côté. Il y a toujours aussi le chat dans Teams qui est disponible. On vous invite plus à utiliser le Miro ou à avoir une intervention de vive voix à la fin, mais si jamais c'est impossible pour une raison ou une autre, on peut toujours utiliser aussi le chat. Puis ma collègue Héloïse là, se chargera de prendre ce qui est dans le chat et de l'ajouter au bon endroit dans le Miro. Donc, j'arrête le partage d'écran. Je vous invite à ouvrir le lien encore une fois dans le chat si vous voulez participer au Miro. Voilà, donc on est maintenant prêt à débuter la présentation. Marianne, je vais t'inviter à partager la présentation. Donc voilà, on débute. Voilà, ça fonctionne bien, le partage. Merci, Marianne. Donc, on débute cette présentation du plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé, mieux connu sous le nom ou l'acronyme PMADR pour la suite des choses. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, Caroline l'a très bien dit en introduction, c'est un premier projet qui vous est destiné, qui est un premier jet sacrificiel. Donc, tout dedans, bien évidemment, on croit au contenu qu'on a développé, mais ce n'est pas un contenu qui est parfait à ce stade-ci. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis, on souhaitait surtout avoir un premier jet qui permet de lancer un travail de collaboration, de concertation, de consultation, non pas sur une page blanche, mais sur certaines idées là, qui sont sur la table. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le projet de PMAD révisé aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui. Donc, on veut aller chercher vos idées, on veut aller chercher vos apports, on veut aller chercher des sources complémentaires, des pistes de solutions. Donc, on vous invite à vraiment être en mode construction, à nous proposer des choses, que ce soit dans le Miro ou lors de la période d'échange en fin de présentation. Donc, on va avancer aux diapos suivantes. On va débuter avec la mise en contexte. Un petit rappel de ce qu'est la CMQ pour ceux qui seraient moins familiers. Donc, la CMQ, c'est la Communauté métropolitaine de Québec. C'est un organisme supramunicipal qui a pour rôle de planifier, coordonner et aussi financer certains projets, certaines actions sur le territoire métropolitain. Donc, le territoire métropolitain, lui, est composé de 28 municipalités que vous voyez sur la carte à l'écran. Principalement la ville de Lévis, les municipalités dans l'agglomération de Québec, dans la MRC de la Jacques-Cartier, la MRC de la Côte-de-Beaupré et la MRC de l'île d'Orléans. Donc, c'est un total de 820 000 habitants qui représentent 10 du Québec et une superficie de territoire municipalisé de 3 300 km². Donc, vous voyez là, le territoire à l'écran. Les principaux champs d'activité de la CMQ sont évidemment l'aménagement du territoire, les transports et la mobilité durable qui sont beaucoup régis, là, encadrés par le plan métropolitain d'aménagement et de développement dont on discute aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres champs d'activité à la CMQ comme l'environnement, plus particulièrement l'eau, pour lequel il y a désormais une vision métropolitaine de l'eau. La CMQ est aussi active sur la planification et le suivi de la gestion des matières résiduelles, sur la gestion intégrée du Saint-Laurent comme organisme coordonnateur de la table de concertation sur le Saint-Laurent dans la région ici de Québec. Et la CMQ intervient aussi dans les activités agricoles et agroalimentaires et le développement social par des ententes spécifiques. Donc, c'est nos principaux champs d'activité. On va parler d'un peu tout ça aujourd'hui, mais surtout l'aménagement du territoire, les transports, l'environnement, aussi du Saint-Laurent qui se retrouve là, très clairement dans le projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, si on avance, un petit retour historique là, sur le PMAD. Il y a un premier plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est entré en vigueur sur le territoire métropolitain le 15 juin 2012, donc il y a bientôt 10 ans. Le Conseil de la CMQ a décidé d'amorcer une période de révision en 2015 par résolution pour mieux intégrer dans le plan métropolitain la protection des sources d'eau potable, la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, et aussi le développement durable du territoire au sens un peu plus large. Donc, on peut se rappeler que sur le territoire métropolitain, il y a le règlement de contrôle intérimaire, notamment sur la protection des sources d'eau potable, donc ce qui justifie notamment là, le premier élément de mieux intégrer la protection des sources. Même chose avec tous les travaux sur le Saint-Laurent, puis au sens large là, sur le développement durable, qui est un champ d'action qui s'est beaucoup développé à la CMQ dans les dernières années.
Donc, les objectifs de réviser le PMAD, c'est d'adapter la vision d'aménagement et de développement aux tendances récentes, d'adopter une approche qui permet de s'adapter dans la mesure du possible aux réalités du milieu qui compose le territoire métropolitain. Donc, évidemment, on n'est pas dans la même réalité à l'île d'Orléans, à Lévis ou au centre-ville de Québec. Donc, c'est un des objectifs qu'on a de s'adapter à ces différents types de territoires. Et on souhaite aussi avoir une adhésion par la concertation des divers partenaires. Donc, c'est vraiment cette phase-là qu'on amorce avec vous aujourd'hui. Donc, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, c'est un premier projet qu'on vous présente, une fondation pour la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ce n'est pas du tout une proposition finale aujourd'hui, donc c'est important de bien avoir ça en tête. Pour bien saisir l'échelle métropolitaine, on vous propose ici une petite diapositive sur les paliers de décision et les outils de planification. Donc, la CMQ agit à l'échelle métropolitaine. Ses principaux outils d'intervention légaux, du moins, sont le plan métropolitain d'aménagement et de développement, dont on discute aujourd'hui, mais aussi les règlements de contrôle intérimaire. À l'échelle métropolitaine de Québec, le plus connu est probablement le RCI sur la protection des sources d'eau potable, mais il y en a aussi qui traitent du milieu agricole ou de l'éolien, par exemple. Donc, ces outils-là doivent être conformes aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc au palier gouvernemental. À l'échelle régionale, ensuite, les schémas d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, les MRC, doivent aussi, elles, se conformer au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il est important d'avoir ça en tête tout au cours de la présentation qu'on fait aujourd'hui. Le rôle de la CMQ n'est pas de se substituer au schéma d'aménagement et de développement ou au plan et règlement d'urbanisme à l'échelle plus locale, mais c'est vraiment d'agir sur des enjeux où il y a une cohérence métropolitaine qui est nécessaire, donc à l'échelle qui dépasse le palier régional. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là que la proposition de PMAD doit centrer davantage son attention. Il y a dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme des objets sur lesquels les plans métropolitains d'aménagement et de développement doivent absolument portés. Ils sont listés ici là, à l'écran. Je vous en fais un tour d'horizon assez rapide. Donc, un PMAD doit aborder la planification du transport terrestre, la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti et des paysages, l'identification de toute partie du territoire qui doit faire l'objet d'une planification intégrée de l'aménagement et du transport, la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu, la mise en valeur des activités agricoles, la définition des territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace, l'identification des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être en général, et l'identification de toute installation actuelle ou projetée qui présente un intérêt métropolitain. Donc, la proposition de PMAD qu'on fait aujourd'hui doit minimalement comporter ces éléments-là, peut aller plus loin là, sur certains éléments d'importance à l'échelle métropolitaine ici. Donc, vous allez retrouver dans la présentation la majorité de ces choses-là. On peut retenir l'idée d'intérêt métropolitain qui va revenir souvent, donc un intérêt qui dépasse celui de la municipalité ou de la MRC, par exemple. On peut retenir aussi urbanisation optimale de l'espace, qui est évidemment au cœur du PMAD, les paysages, plusieurs autres choses. Donc, maintenant, une brève introduction à la démarche de consultation, concertation qu'on vous propose au cours des prochains mois. Donc, il y a deux choses particulièrement importantes qui vous sont présentées à l'écran. D'abord, il y a la présentation aujourd'hui du projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Donc, c'est la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, le but, c'est de vous présenter le projet de plan métropolitain et aussi de s'assurer que tout le monde en ait une bonne compréhension là, de la proposition qui est sur la table. Maintenant, après, dans des rencontres de concertation qui sont organisées en octobre et en novembre, autour de chacun des défis du PMAD, on va vraiment engager davantage une conversation avec vous, avec les acteurs, pour bonifier le projet de PMAD, pour vous mobiliser autour d'une vision commune, pour susciter l'adhésion, pour vraiment là, aller collaborer, co-construire le contenu du PMAD. Donc aujourd'hui, c'est une mise à niveau de tout le monde. On est plus dans l'information. On va évidemment vouloir recevoir vos propositions, vos premières réactions, etc. Mais le vrai travail là, de discussion détaillée sur les contenus du PMAD va venir dans les 6 rencontres qui suivent. Aujourd'hui, on n'ira pas dans des discussions là, longues et très précises sur chacun des éléments en grand groupe là, de 100 personnes. Il y a aussi d'autres mécanismes qui s'ajoutent à tout ça. Il va y avoir, par exemple, des rencontres par composante, donc avec chacune des MRC, agglomérations, villes, qui composent
la CMQ. Il y aura aussi une plateforme de consultation publique en ligne où les gens vont pouvoir aller proposer des solutions à inclure au plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Mais on va y venir un peu plus tard dans une ligne du temps en fin de présentation. Donc, les 6 rencontres qu'on va tenir en octobre et en novembre sont présentées à l'écran ici. Elles sont autour là, de chacun des 6 grands défis. Donc, le premier est miser sur la mobilité durable comme élément fondamental de la structuration du territoire. Le deuxième est d'assurer une occupation plus durable de notre territoire. Le troisième, d'offrir des milieux de vie inclusifs et attractifs. Le quatrième, de viser une sécurité alimentaire pour notre population issue d'une agriculture en transformation. Le cinquième, de garantir une utilisation plus judicieuse de nos ressources et la conservation des milieux naturels. Et le sixième, devenir plus résilient face aux aléas anthropiques et naturels. Il y a un septième défi qui est un défi transversal, qui est une communauté métropolitaine engagée vers la carboneutralité. Donc, on a décidé de ne pas organiser de rencontres spécifiques sur cet élément-là dans un premier temps, mais plutôt de l'inclure dans chacun des 6 autres défis. On va vous le présenter quand même en fin de présentation aujourd'hui. Il n'est pas exclu qu'on décide en cours de route qu'il faut ajouter une rencontre spécifique, mais dans un premier temps, on voulait vraiment tenter de le traiter au travers là, des 6 autres défis parce que l'atteinte de la carboneutralité passe par des mesures qui touchent à la fois la mobilité durable, la structuration du territoire, l'agriculture, l'utilisation judicieuse des ressources, etc. Maintenant, on a fixé 4 conditions de succès à notre démarche. D'abord, d'avoir un engagement et une adhésion des composantes de la CMQ. Ensuite, de respecter, je le disais, les échelles de planification. Donc, on n'est pas là pour se substituer à l'échelle locale ou à l'échelle régionale ou même au gouvernement, mais vraiment pour agir là où il y a une cohérence métropolitaine qui s'impose. De poursuivre aussi l'acquisition de connaissances. Donc, on est toujours avec nos équipes là, en train de poursuivre cette acquisition de connaissances-là pour avoir encore un meilleur projet de PMAD dans sa deuxième version. Et la qualité de la concertation. Donc, on lance aujourd'hui cet exercice-là. On propose 6 rencontres par défi. Maintenant, si on juge que ce n'est pas suffisant, qu'on n'est pas allé au bout de la concertation, qu'il y a encore besoin de discussion et d'échange, on ajoutera des rencontres et des mécanismes. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout de cette concertation-là pour avoir un projet de PMAD révisé lorsqu'il sera soumis au gouvernement du Québec qui suscite l'adhésion des partenaires du milieu et des composants de la CMQ. Maintenant, on va commencer la présentation du PMAD révisé de son premier projet, comme je le disais. Donc, ici, c'est les grandes étapes qui ont été franchies et qui nous attendent. Donc, le projet de PMAD révisé, c'est un projet, là, grosso modo, sur 2 ans et demi. Donc, on a commencé le 17 juin 2021 avec l'adoption d'un premier projet la première étape était le 17 juin 2021, l'adoption du premier projet de PMAD révisé. Par contre, le travail était déjà commencé depuis un certain moment. La CMQ avait adopté le 17 décembre 2015 une résolution pour demander la révision du PMAD. Donc, on a fait plusieurs travaux depuis. On va y venir là, à la diapo suivante, là, des travaux qui ont permis d'alimenter la réflexion pour le projet pour le plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Donc, le 17 juin, le premier projet a été transmis aux municipalités, au MRC, au gouvernement du Québec, qui ont 180 jours pour nous fournir des avis plus officiels, je vous dirais, en vertu là, de la loi. Pendant cette période-là de 180 jours, nous, on met en œuvre un plan de concertation et de communication. C'est ce qu'on amorce là aujourd'hui avec vous. On est très conscient que pendant ces 180 jours-là, il y aura des élections municipales en novembre 2021. On risque d'avoir des nouveaux élus, des réajustements peut-être au calendrier et à la démarche seront à faire, mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est notre intention de départ. On vise pour le moment l'adoption d'un deuxième projet de PMAD révisé en juin 2022. On se garde quand même une marge de manœuvre justement à cause des élections. Lorsqu'on va recevoir les avis aussi gouvernementaux des municipalités, des MRC, on va falloir faire le point, revoir le calendrier. Si juin 2022 tient toujours, mais c'est notre intention de départ. Une fois que le deuxième projet de PMAD a été déposé, on est tenu de tenir une assemblée publique de consultation, ce qu'on prévoit pour l'automne 2022. Et ensuite, il y aura là, les étapes d'adoption du PMAD révisé, transmission aux municipalités MRC au gouvernement pour un avis de 180 jours et l'entrée en vigueur du PMAD révisé est pour le moment prévue pour juin 2023 à l'issue de toutes ces étapes.
Donc, à la diapositive suivante, on vous présente les différents intrants du plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Donc, je le disais, depuis 2015, on a une résolution là, pour travailler sur le PMAD. Il ne s'est pas rien fait entre 2015 et 2021. Il y a eu plusieurs travaux là, qui ont été menés, qui sont vraiment là, des intrants au plan métropolitain. Donc, dans les intrants, il y en a qui relèvent de l'échelle métropolitaine, il y en a qui sont de l'échelle régionale ou locale, il y en a qui sont de l'échelle gouvernementale. On a par exemple les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qu'on est tenu de considérer lorsqu'on fait le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il y a les grandes politiques gouvernementales du Québec. Donc, on peut penser à la stratégie québécoise de l'eau, à la stratégie de développement durable, à la politique bioalimentaire, au plan pour une économie verte ou encore à la politique de mobilité durable. Ce sont toutes des politiques gouvernementales ou des stratégies qu'on doit. Mais le PMAD est une façon finalement de les mettre en œuvre, de les appliquer à l'échelle métropolitaine. Il y a aussi eu des rapports de suivi sur la mise en œuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de 2012, qui constitue un intrant. Plusieurs études, portraits, règlements de contrôle intérimaire, planification sectorielle et des analyses qui ont été réalisées par la CMQ depuis le premier PMAD. Donc, c'est un autre intrant important. Il y a évidemment la vision métropolitaine de l'eau qui a été adoptée récemment, les plans directeurs de l'eau des organismes de bassin versant et le plan de gestion intégrée qui est produit par la table de concertation régionale sur le Saint-Laurent. On a une vision métropolitaine de la mobilité durable qui est en cours d'élaboration, je vous dirais en parallèle du PMAD, qui s'inspire l'un l'autre. Il y a différentes planifications sectorielles qui ont été réalisées par nos composantes. On peut penser à des politiques environnementales, à des plans de développement de la zone agricole, à des plans de mobilité durable, par exemple, qu'on considère dans l'élaboration du PMAD révisé. Et il y a les constats et les attentes qui sont formulés par nos composantes là, au sein de divers comités. Donc ça, ce sont tous les intrants qu'on a dû traiter et qu'on traite toujours dans la réalisation du PMAD révisé. Donc, la proposition de PMAD qu'on vous fait, qu'on vous présente aujourd'hui, se synthétise, là, comme vous le voyez à l'écran. Il y a 7 défis métropolitains importants qui sont identifiés. De ces 7 défis-là, pour y répondre, il y a 3 priorités, 10 orientations, 42 objectifs. Et pour chacun des objectifs, il y a différents types de critères. Donc, il y a 103 critères au total dans le projet de PMAD révisé, de 2 types. Donc, il y a des critères prescriptifs, c'est-à-dire des critères où il va y avoir une conformité stricte. Donc, les MRC doivent transposer de façon littérale là, le critère dans leur schéma d'aménagement. Il y a des critères de performance où eux sont en conformité souple. Donc, les moyens de mise en œuvre du critère sont choisis par la composante. Il y aura aussi, il n'y en a pas pour le moment dans la version que vous avez sous les mains, sous la main, c'est quelque chose qu'on doit continuer à travailler dans les prochains mois, des cibles pour certains objectifs. Donc, un résultat attendu, mais en laissant les moyens pour y arriver là, à l'appréciation des composantes. Ça, ce sera dans le deuxième projet de PMAD, puis on va le travailler dans les prochains mois. Donc, avec tout ça, évidemment, il y a un plan d'action ou un plan de mise en œuvre qu'on souhaite produire avec des actions aussi d'accompagnement du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Maintenant, je vous disais, il y a 7 défis dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Celui que vous voyez tout au haut de la liste, c'est le défi une communauté métropolitaine engagée vers l'atteinte d'une carboneutralité dans l'aménagement et le développement de son territoire. Je vous le disais, c'est un défi transversal, donc il ne sera pas traité là, dans une rencontre spécifique, mais au sein des 6 autres rencontres. Puis ensuite, vous voyez les 6 défis qui vont faire l'objet chacun d'une rencontre de concertation et qui vont vous être présentés par mes collègues dans les prochaines minutes. Donc, je les rappelle rapidement. Mobilité durable, organisation spatiale du territoire pour le premier défi, occupation durable du territoire pour le deuxième défi, des milieux de vie inclusifs et attractifs pour le troisième défi, une sécurité alimentaire pour la population issue d'une agriculture en transformation pour le quatrième défi. Le défi 5, lui, est une utilisation plus judicieuse des ressources et la conservation des milieux naturels. Et le 6e défi, une communauté métropolitaine plus résiliente face aux aléas anthropiques et naturels. Donc, pour la suite de la présentation, je vais passer la parole successivement là, à mes collègues Denis, Marianne et Charles-Éric qui vont vous présenter chacun des défis et moi, je reviens vers la fin de la présentation. Donc, Denis, à toi la parole. Oui, merci Antoine. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter la première partie. Donc, le premier défi est celui d'une communauté métropolitaine qui mise sur la mobilité durable comme élément fondamental
de l'Organisation spatiale de son territoire. Quelques éléments de contexte qu'on doit porter à votre attention là, qui concourent à cette orientation sur la structuration du territoire et de la mobilité durable. Le modèle de développement qu'a connu la communauté s'est traduit par une concentration des activités dans les milieux centraux ayant un effet d'attraction et à partir desquels se sont déployés les principaux corridors d'urbanisation. Favorisé par un réseau routier à la fois dense et efficace, on constate une déconcentration des activités humaines sur le territoire et une sursollicitation du réseau routier supérieur. Par ailleurs, nous constatons que l'accessibilité aux aménagements et aux services est territorialisée selon le type de milieu que l'on retrouve sur le territoire et que l'on caractérise en 3 volets, soit le milieu urbain, périurbain ou urbain, que je vous présenterai dans une diapo suivante. Le défi de la communauté est donc d'assurer l'intégration entre l'aménagement du territoire et les transports pour répondre à l'évolution des besoins en mobilité selon le milieu. Suivante, s'il vous plaît. L'orientation structuration du territoire est assujettie en fait, d'assurer une planification intégrée de l'aménagement des territoires et des transports. Je vais vous présenter la carte en la déclinant, en vous présentant les couches successives là, de manière à bien saisir le contenu de cette proposition de structuration du territoire. C'est une orientation qui présente les fondements du territoire métropolitain sous un nouvel angle, évidemment celui de conjuguer la structure du territoire et la mobilité durable, tout ça bien entendu à l'échelle métropolitaine. Le premier objectif est d'assurer une planification intégrée de l'aménagement du territoire et des transports qui est un lien très, très fort par rapport aux orientations gouvernementales et notamment avec la politique de mobilité durable du gouvernement. C'est une orientation qui est bonifiée par rapport au PEMAD actuel en caractérisant davantage les pôles, les noyaux et les axes selon leur localisation. Et on actualise évidemment les réseaux de transport collectif là, de Québec et de Lévis. Là, dans cette diapo, vous voyez la première couche est l'identification des pôles et des noyaux métropolitains. Donc, les pôles sont les suivants, on va les décliner. Le pôle centre-ville, c'est le pôle qui représente le pôle métropolitain à rayonnement national et international. Ça comprend notamment le Vieux-Québec, la colline parlementaire et Saint-Roch. Concernant les pôles urbains avérés, alors ce sont les 2 pôles de Sainte-Foy et Desjardins du côté de Lévis. Tous 2 présentent une forte attractivité par la présence d'une mixité de fonctions. Après le pôle centre-ville, ces pôles génèrent le plus grand nombre de déplacements quotidiens. En ce qui a trait au pôle urbain en émergence, c'est Le Bourgneuf, Destimoville et Chaudière. Chaudière à Lévis, là, ne pas confondre avec le secteur Chaudière à Québec là, dans le réseau de tramway. Ce sont des pôles en émergence car ils possèdent des caractéristiques favorables à la mise en place d'une mobilité durable, tout en profitant évidemment des réseaux structurants de transport collectif. Concernant les pôles périurbains, on les retrouve à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Beauport, Stoneham, Bois-Châtel et Beaupré. Ils se distinguent par leur environnement et sont connectés aux centralités de Québec, notamment pour des motifs de travail. Enfin, le pôle urbain, qui est une nouvelle dénomination, c'est le pôle de Saint-Pierre-Île-d'Orléans. Donc, c'est le seul pôle qu'on retrouve sur l'île d'Orléans qui constitue la porte d'entrée, évidemment, de l'île et la connectivité avec le reste du territoire. Sont identifiés les noyaux villageois, qu'on appelle ainsi, qui sont issus de du PEMAD actuel. Alors, ça représente les différents noyaux urbains, les paroisses ou les municipalités, puis les principales destinations touristiques, donc qui constituent l'ossature, évidemment, d'attractivité au niveau du territoire. La seconde couche de cette carte de structuration du territoire présente les axes structurants des réseaux de transport collectif de Québec et Lévis, donc les réseaux qui sont actualisés. À noter, dans la vignette, vous avez l'identification des milieux urbains, périurbains et urbains. Alors, le milieu urbain comprend les centres de Québec et de Lévis. Ça correspond principalement au périmètre d'urbanisation régionaux de ces 2 entités. En ce qui a trait au périurbain, c'est tout ce qui est à l'extérieur des centres de Québec et de Lévis. Alors, on retrouve évidemment la MRC de la Jacques-Cartier et de la côte de Beaupré.
En ce qui a trait à l'île d'Orléans, on lui a donné une dénomination particulière comme rurbain, étant donné que de par sa fonction, de par ses caractéristiques, il pouvait se distinguer des autres territoires. En passant, c'était une demande que l'on avait de la part des composantes d'essayer de distinguer davantage les milieux. La prochaine carte identifie des corridors, essentiellement les grands axes. Alors, vous avez les corridors périurbains. Là, je cherche mes notes, je m'excuse. Donc, les corridors périurbains sont des corridors et voies de mobilité durable sur lesquels sillonne au moins une ligne de transport en commun et qui connectent les pôles d'échange ou de rabattement qu'on va voir un peu plus loin aux pôles métropolitains, périurbains et urbains. Concernant les corridors de raccordement, ce sont les corridors de mobilité durable qui présentent un fort potentiel de densification et de consolidation. Enfin, les voies métropolitaines sont caractérisées par des infrastructures qui relient les pôles, noyaux métropolitains et noyaux de proximité. C'est l'ossature de base au niveau de la structuration du territoire sur ces corridors. La suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez la carte synthèse qui reprend l'ensemble des éléments que je viens de décliner, qui constituent la base de planification, l'ossature de notre territoire métropolitain en adéquation entre transport, mobilité et aménagement, donc les pôles de développement. La mise en œuvre sera assujettie à 7 critères qui ne sont pas décrits, là, qui sont identifiés dans le PEMAD, mais je vous donne ici un exemple. Il y a 22 mesures qui sont identifiées dans le PEMAD relativement à la planification détaillée des pôles noyaux et aires d'influence des corridors métropolitains. Alors, vous avez ici, par exemple, des mesures visant à soutenir la mobilité durable, des mesures visant à favoriser une mixité et une intégration à la fois horizontale et verticale des usages, donc la fameuse mixité des fonctions, afin de permettre l'émergence d'une vie de quartier dynamique. Des mesures visant à privilégier les espaces de stationnement intérieur, favoriser une complémentarité entre les pôles et noyaux d'une même entité géographique et privilégier une densification dans l'aire d'influence directe des corridors de mobilité durable. Le second objectif est d'assurer une offre de mobilité intégrée et optimisée à l'échelle métropolitaine. Donc, vous avez la carte qui présente exactement les mêmes éléments que vous avez vus là dans l'ossature avec les pôles, noyaux et axes. L'offre de mobilité en silo freine l'intégration des ruptures des usages et des technologies. Il en résulte une interconnexion limitée en mode de transport et un manque d'harmonisation et de complémentarité de services existants à l'échelle métropolitaine. Ceci se reflète notamment par un manque de continuité entre les milieux urbains, périurbains et urbains. L'efficacité des interfaces entre les différents réseaux, modes et échelles de déplacement est une condition essentielle à l'essor de la mobilité durable au niveau métropolitain. De ce fait, il y a également les éléments qu'on doit ajouter, qui sont demandés aussi par les organisations gouvernementales, donc l'identification de nos portes d'accès à la région, là, qui sont notamment les installations de transport d'intérêt métropolitain. Donc, vous avez évidemment l'aéroport, la gare ferroviaire et routière du Palais et le terminal de croisière du port de Québec. L'autre élément important pour assurer cette offre de mobilité intégrée et optimisée à l'échelle métropolitaine, c'est l'identification des pôles d'échange. Donc, les pôles d'échange sont les lieux où s'articulent différents modes de transport pour privilégier l'intermodalité. Il peut bénéficier d'une offre commerciale et de services et devenir une destination en soi. Quant aux pôles de rabattement, ce sont les lieux de correspondance et d'interconnexion au réseau structurant de transport en commun, généralement représentés soit par des parcs-bus ou des parcs relais-bus. Vous avez les destinations récréotouristiques périphériques qui sont importantes, évidemment, dans l'ossature de notre offre de mobilité. Et on retrouve notamment là, la station touristique de Stoneham, le parc national de la Jacques-Cartier, le Mont-Sainte-Anne, le secteur du Cap-Tourmente, le lac Beauport et le village Vacances Valcartier. Donc, pour mettre en œuvre cette offre de mobilité intégrée et optimisée à l'échelle métropolitaine, différentes mesures peuvent être mises en place. Donc, on peut retrouver dans les schémas d'aménagement pour donner vie à cette offre de mobilité.
Donc, des mesures à mettre en place pour contribuer à la fonctionnalité des installations de transport intermétropolitain, notamment par un arrimage au réseau de transport collectif. L'intégration des réseaux de transport collectif actifs et intermodal dans les orientations d'aménagement et de développement local à titre d'axe principal autour duquel le développement du territoire doit être planifié. Et prévoir des aménagements qui favorisent l'intermodalité à l'intérieur des pôles, dans l'aire d'influence des corridors de mobilité durable, ainsi qu'entre les territoires des composantes, donc la notion d'interrive et d'interterritoire. Un autre élément qui, vous le constaterez, restera à documenter, notamment par l'identification de cibles, mais on vise à miser sur une mobilité adaptée, notamment au transfert du développement durable. Alors, le premier objectif serait de mettre en place une mobilité orientée vers les besoins des citoyens et des entreprises. Alors ici, on remarque que l'enjeu est de faire bénéficier les milieux de solutions alternatives à la possession d'un véhicule particulier, tout en améliorant la mobilité de ceux-ci, dont la voiture particulière demeure le meilleur mode de transport pour répondre de façon optimale à leurs besoins de déplacement. Donc, de travailler sur des mesures pour offrir un éventail d'options pour se déplacer, le fameux cocktail transport, et tenter de trouver, en matière d'aménagement, des aménagements qui vont permettre ou qui permettraient la réduction des temps de déplacement. Un autre objectif est d'œuvrer pour une mobilité à une plus faible empreinte carbone. Donc, c'est préciser des mesures pour réduire les émissions de GES dans les transports des personnes sur le territoire de la communauté, déterminer des mesures pour réduire les déplacements quotidiens, notamment ceux en solo, et réduire les déplacements inter-îles et interterritoires. Donc, vous voyez que c'est très, très lié aux caractéristiques d'aménagement et au choix de localisation en matière de développement, de densification et d'aménagement. Le dernier élément vise à assurer une mobilité à l'appui d'une économie plus forte. Et ce que l'on voit ici, c'est de pouvoir évaluer les impacts, par exemple, de la localisation de nouveaux projets résidentiels ou de lieux d'emploi sur les transports collectifs et actifs, de manière à s'assurer qu'on ait une plus grande efficacité au niveau de l'ensemble des réseaux. Alors, ça constitue les éléments sur le premier défi. Le second défi, une communauté métropolitaine assurant une occupation plus durable de son territoire. Alors, il s'agit évidemment d'une toute nouvelle orientation qui, par rapport au PEMAD actuel, vient capter 5 stratégies qu'on retrouve dans le PEMAD actuel, si vous avez pris connaissance du PEMAD actuel. Notre constat ou le contexte de cette orientation-là est de prendre en compte que sur le territoire métropolitain, il y a un développement qui est dispersé et qu'il y a une consommation d'espace qui s'est accentuée. La gestion intégrée de l'eau par bassin versant devient de plus en plus une approche incontournable en aménagement du territoire. Donc, vous allez voir qu'il y a un volet très environnemental au niveau de cette orientation. On doit faire des efforts communs pour pallier à la consommation du territoire et optimiser l'occupation du territoire, mais quand même pas à n'importe quel prix. Dans cette orientation, donc je rappelle les trois milieux, urbain, périurbain et urbain. Le milieu urbain a été ajouté par rapport au PEMAD actuel et on aura quand même à redéfinir l'interface entre le milieu urbain et périurbain entre le premier et le second projet, dans le cadre du second projet, puisque c'est le statu quo, vous allez voir, les premiers éléments sont le statu quo par rapport au PEMAD actuel. Donc, la délimitation fine de l'espace ou de l'interface entre le milieu urbain et le milieu périurbain devra être revue et ajustée si c'est requis. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif d'optimiser le développement par l'établissement de seuils de densité, c'est une exigence gouvernementale. Dans le cas, et vous voyez la petite vignette en rouge, à réviser entre le premier et le second projet. Beaucoup d'analyses sont requises pour être capable de remasteriser cette notion-là de densité. On est à évaluer d'ailleurs toute la question de la densité sur le territoire.
Actuellement, le choix qui a été fait dans le cadre du premier projet a été de reconduire les dispositions du PEMAD en vigueur. Donc, quand on parle de reconduction des seuils de densité du PEMAD, l'identification des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, c'est l'exigence maintenant et de favoriser une hiérarchisation de la densification selon les pôles noyaux et axes. On est dans la continuité du PEMAD actuel. Les propositions de seuil de densité sont exactement les mêmes qu'on retrouve à l'heure actuelle et c'est ce qui devra être révisé dans le cadre de la mise en place du second projet. Les rapports de monitoring qui ont été faits nous indiquent que les densités sont passablement atteintes à quelques exceptions près. Donc, il faudra vérifier, il faudra valider est-ce qu'on met un coup de barre, entre guillemets, pour augmenter ces densités à les différentes échelles dans les différents pôles noyaux et niveaux. La seconde, s'il vous plaît. Donc, optimiser le développement au sein des périmètres d'urbanisation régionaux en consolidant les espaces urbains, périurbains et urbains. Alors, évidemment, on est dans la reconduction des seuils de consolidation qui sont au PEMAD actuel et identification des mesures à mettre en œuvre pour prioriser la croissance. Actuellement, dans le milieu, si on regarde les extraits du tableau 4, dans les milieux urbains, 75 de la croissance. Quand on parle de la croissance, c'est évidemment fait beaucoup en fonction des ménages. Donc, 75 de la croissance doit être faite en notion de consolidation. Au PEMAD, la notion de consolidation est très, très large. Donc, c'est vraiment l'insertion de nouveaux bâtiments, développement à l'intérieur des pôles, la requalification ou le redéveloppement d'un espace qui est déjà desservi, les développements qui sont immédiatement en continuité des espaces desservis, donc constituent de la consolidation. Alors, dans certains milieux, la consolidation représente presque la totalité du périmètre d'urbanisation. L'autre pourcentage est celui de la croissance, donc à l'intérieur des pôles ou aux abords d'un corridor métropolitain. Donc, vous voyez très bien qu'en milieu urbain, notamment pour Québec et Lévis, la croissance, on devait accentuer la croissance à l'intérieur de ces pôles et de ces corridors métropolitains, ce qui est un peu plus faible du côté, évidemment, des milieux périurbains et urbains, compte tenu de la structure territoriale. Alors là, je vais passer la parole à mon collègue Charles-Éric qui va prendre la suite. C'est le volet environnemental de cette orientation. Merci beaucoup, Denis. Bonjour tout le monde. En fait, déjà, bon, Denis le mentionnait d'entrée de jeu, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler. Il faut garder à l'esprit que ce qu'on souhaite mettre davantage à l'avant-plan ici, c'est vraiment l'environnement au cœur de l'aménagement du territoire, donc en considérant l'ensemble des milieux naturels, par exemple, l'eau, l'agriculture, les changements climatiques. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que vous devez aborder, en fait, les prochains objectifs. L'objectif ici qui vise à optimiser le développement en conservant les caractéristiques naturelles et le caractère distinctif des milieux de vie, c'est un nouvel élément. Là, donc, c'est un élément quand même pour lequel on est plutôt fiers. Le premier critère, en fait, il y a deux critères qui sous-tendent cet objectif-là. Le premier, pour les nouveaux développements, donc introduire des mesures relatives au moindre impact sur les milieux naturels et la ressource hydrique. Pour y arriver, en fait, il y a des mesures, en fait, là, vous en avez quelques-unes au bas de la diapositive, de façon à ce qu'on puisse considérer le principe du moindre impact sur les milieux naturels et la ressource hydrique. Donc, le premier, considérer les effets cumulatifs dans le bassin versant dans les choix de localisation, par exemple. On parle également de la capacité de support des écosystèmes qui doit être prise en compte. Le deuxième élément, par exemple, donc l'espace disponible à la construction ne comprend pas les milieux naturels sensibles et à haute valeur écologique. Et un autre exemple, en fait, la gestion des pluviales est assurée de façon exemplaire. Ce sont des éléments pour lesquels il y avait déjà une présence dans le PEMAD actuel. Par contre, là, on vient les renforcer de façon à les réunir tous au même endroit pour le développement des nouveaux projets. Donc, je le disais, c'est vraiment dans le but d'avoir des mesures et dans le but de prendre en compte l'aménagement plus soucieux de notre milieu. Il y a un second critère, en fait, qui est le suivant, c'est d'introduire des mesures compensatoires. Peut-être la diapo précédente. Excuse-moi, Marianne, merci.
Donc, juste peut-être un mot sur les mesures compensatoires exigées lorsqu'un projet est susceptible de perturber l'environnement et la qualité du milieu. Donc, un peu de la même façon que pour les nouveaux développements. Donc, on vise à introduire justement des mesures qui visent à ce que le projet, dans le fond, ne perturbe pas l'environnement et la qualité du milieu dans lequel il s'implante. Donc, une certaine superficie, en fait, qui est proposée. Et là, on vient introduire un certain nombre de mesures. Alors, voilà pour cette diapositive. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, ici, les périmètres d'urbanisation régionaux et métropolitains. Cet objectif-là, en fait, là, vous le voyez dans l'icône, ce sera un objectif qu'on révisera entre le premier et le deuxième projet. Il y a une carte qui vous est présentée à l'écran, en fait, qui est celle de la délimitation actuelle. Mais comme je le disais, en fait, là, il y aura une mise à jour qui sera effectuée avec une évaluation des besoins, notamment au niveau résidentiel et industriel, entre le premier et le deuxième projet. Et c'est important de mentionner aussi que c'est un travail aussi qui est fait de façon constante en collaboration et en concertation avec l'ensemble de nos partenaires et des composantes. Là. Donc, c'est pas un travail qu'on fait vraiment à silo, c'est vraiment important pour nous puis, de le travailler vraiment avec nos partenaires. Donc, la prochaine diapo, en fait, là, on entre un petit peu plus dans le détail de cet objectif-là. Donc, on demande, par exemple, pour une demande d'agrandissement ou de permutation, là, donc de considérer finalement le respect des prescriptions. Puis là, on donne un certain nombre de prescriptions, mais encore une fois, l'idée, c'est de optimiser le territoire de façon durable puis limiter l'expansion des périmètres urbains sur les terres agricoles, par exemple, ou les milieux naturels, ou les milieux sensibles de façon générale. Donc, on est encore dans cet esprit-là de mettre l'environnement finalement à l'avant-plan. On a donc certains critères en fait qui sont proposés là, si on les répond de façon assez générale. Du côté de l'agrandissement, donc répond aux orientations du PEMAD, évidemment. Ça, c'était déjà quelque chose qui était présent, mais ensuite, là, on va davantage sur des mesures avec des prescriptions afin d'améliorer l'encadrement, en fait, d'un point de vue environnemental, des aménagements en périmètre urbain, par exemple. Bon, le moindre impact, on revient avec ça ici, le phasage de développement, l'exposition accrue des biens des personnes. Donc, ce sont des choses qu'on demande dans le cas d'un agrandissement ou dans le cas d'une permutation, en fait. Donc, en priorité effectuée dans le périmètre urbain métropolitain, des superficies égales ou inférieures et, par exemple, doit être en continuité avec les zones urbaines et de façon à permettre à renforcer les efforts de consolidation et de densification. Alors, le prochain élément, un autre objectif, en fait, qui celui-là vise la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, l'objectif se lit comme suit: connaître, analyser, planifier et développer le territoire par bassin versant. C'est un nouvel élément, en fait, donc la prise en compte de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant et le bassin versant, l'unité du bassin versant, en fait, devient un élément clé de l'aménagement du territoire. Pour ce faire, en fait, ce qu'on propose de faire, c'est l'identification dans un premier temps des bassins versants d'intérêt métropolitain. Bon, l'intérêt métropolitain doit quand même être encore travaillé entre le premier et le deuxième projet, dans le sens où de définir qu'est-ce qu'un bassin versant d'intérêt métropolitain, c'est le travail qui reste à faire. Dans l'actuel PEMAD, il y a quand même des bassins versants qui sont identifiés, qui sont les bassins versants des prises d'eau potable. Donc, actuellement, bon, il y en avait en fait 9 qui sont identifiés. Maintenant, est-ce qu'on veut étendre finalement cet intérêt-là? Donc, est-ce qu'on peut penser, par exemple, oui, les bassins versants des prises d'eau potable, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser à des bassins versants dégradés, des bassins versants vulnérables, des bassins versants de lacs, par exemple, qui pourraient être identifiés notamment en lien avec les éléments contenus dans le projet de loi 67, tout autre bassin versant. Donc, c'est une discussion qu'on doit avoir, donc on doit élaborer aussi, encore une fois, je le répète, mais en concertation avec nos partenaires. Donc, ça, et dans ces bassins versants-là, il y aura aussi des actions qui seront mises en place de façon à préserver les fonctions et les services écologiques. Le deuxième élément, c'est des mesures quant à la protection des bassins versants des prises d'eau potable. Pour les RCI, en fait, 2019 et 2010, bon, le RCI 2010 est déjà quand même intégré dans le PEMAD actuel. Le RCI 2019 ne l'est pas encore. Il y a tout un défi d'intégrer ces deux règlements-là dans un plan métropolitain, puis surtout dans la façon de le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser cette réglementation-là? Quels sont les défis? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit penser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit modifier dans le règlement? Bref, ce sont des discussions et des réflexions et des échanges qu'on a avec nos composantes de façon à ce qu'on ait une intégration vraiment cohérente, je dirais, sur l'ensemble du territoire. Le dernier élément, c'est la reconduction des aires d'alimentation des sites de prélèvement
et la participation au plan de protection intégrant les analyses de vulnérabilité. Les analyses de vulnérabilité ont été déposées en avril dernier là, pour la plupart des municipalités. Donc, il y a un travail à faire afin d'acquérir les données justement sur la délimitation de ces aires-là dans un premier temps et dans un autre temps, de voir comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces éléments de vulnérabilité-là dans la planification. Donc, l'idée de participer au plan de protection, c'est une idée qu'on avance justement pour être capable de mettre ça en place dans la planification. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le dernier élément ici, l'objectif 12, assurer la disponibilité des eaux souterraines pour des fins de consommation. L'idée derrière ça, c'est de tenir en compte les éléments du projet PACES, donc projet d'acquisition sur les connaissances des eaux souterraines sur le territoire de la SMQ, puis l'ensemble des activités qui ont été réalisées sur le territoire quand même depuis les 8 dernières années. On a beaucoup parlé d'intégrer, comment on fait pour intégrer ces données-là à la planification et à l'aménagement du territoire. Donc, ça reste toujours quand même un défi. Donc, d'où l'intérêt de venir ici mentionner comme critère de tenir en compte la présence d'aquifères dans le cadre de nouveaux projets requérant l'utilisation de l'eau souterraine et qui pourrait avoir un impact sur sa disponibilité et sa qualité. Donc, c'est vraiment sur ces deux aspects-là qu'on souhaite travailler. C'est quand même complémentaire aux mesures qu'on vous a présentées il y a quelques diapos. Concernant les nouveaux projets de développement. Donc, on avait un aspect de prise en compte quand même des aquifères, mais ici, on vient davantage axer sur vraiment la disponibilité et la qualité, donc de façon à prendre en compte finalement l'implantation des nouveaux projets et encore une fois, l'environnement existant. Ça complète en fait l'orientation 2 et pour la suite, en fait, je passe la parole à Marianne. Bonjour à tous. Donc, c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter le troisième défi, soit celui d'offrir des milieux de vie plus inclusifs et attractifs. Donc, ce défi regroupe 4 orientations du PEMAD révisé qui sont toutes déterminantes pour la qualité des milieux de vie et qui contribuent aussi grandement à l'attractivité de notre territoire. Donc, on retrouve l'orientation 3 sur les milieux de vie durables, l'orientation 6 sur les paysages identitaires, l'orientation 7 sur les espaces naturels, récréotouristiques et patrimoniaux, et l'orientation 8 sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, pour ces 4 orientations-là, on trouvait déjà un contenu assez complet et pertinent dans le PEMAD en vigueur. Donc, on a procédé à une révision qui a permis, oui, de les compléter, mais surtout aussi de les enrichir là, afin de tenir compte des dernières tendances et des connaissances qu'on a acquis là, dans les dernières années. Donc, le contexte dans lequel s'inscrivent ces 4 orientations est le suivant. D'abord, une grande diversité de milieux de vie qui doivent s'adapter pour demeurer attractifs. On l'a vu précédemment, la grande superficie de notre territoire, les différents milieux de vie urbains, périurbains et rurbains ont pour effet de créer une grande diversité là, de nos milieux. Donc, peu importe le type de milieu, leur attractivité va dépendre de plusieurs facteurs, transport, qualité de vie, accessibilité à des parcs et des espaces verts, qualité du cadre bâti, du paysage, etc. Donc, il faut travailler sur ces éléments-là. Ensuite, des paysages exceptionnels qui reflètent l'identité de la région, mais qui nécessitent une meilleure valorisation. On sait que notre territoire se démarque par la grande qualité des paysages qui résulte de notre situation géographique là, à la confluence des provinces naturelles des basses-terres du Saint-Laurent et des Laurentides méridionales. Donc, ça crée une morphologie distinctive là, de paysages de vallées et de montagnes qui donne lieu à une diversité de paysages qui reflètent notre identité, mais qui bénéficie aussi d'une grande reconnaissance mondiale. Par contre, notre territoire est en constante évolution, changement. Certaines interventions qui sont parfois non harmonisées peuvent occasionner une banalisation des paysages, donc il convient aussi de s'y attarder. Ensuite, des espaces naturels, récréotouristiques et patrimoniaux qui sont mis en valeur par la Trame verte et bleue et qui contribuent à l'attractivité et la santé de la population. Donc, un des facteurs les plus déterminants de l'attractivité de notre territoire, c'est la présence d'espaces naturels, récréotouristiques, patrimoniaux de grande valeur et qui attirent plusieurs millions de touristes par année. Alors, la SMQ planche depuis 2013 sur le grand projet de Trame verte et bleue. Plusieurs choses qui sont réalisées dans le cadre de la Trame verte et bleue, des projets terrain par les municipalités, des planifications sectorielles, plusieurs études aussi. Donc, tout ça a été réalisé après l'entrée en vigueur du PEMAD de 2012 et qu'on a intégré donc dans cette version-ci du PEMAD.
Ensuite, fleuve, un élément identitaire fort ponctué de milieux naturels uniques et accès public qui contribue à la qualité du paysage. Donc, on était effectivement très choyés dans la région. Le fleuve est accessible avec des aménagements de qualité. On y trouve des milieux naturels uniques. Ces derniers sont valorisés, entre autres, dans le parcours du fleuve, qui est une planification réalisée dans le cadre de la Trame verte et bleue et qui a été intégrée au PEMAD révisé. Alors, la première orientation sur les milieux de vie durables, le premier objectif est de favoriser la mise en place de milieux de vie durables et d'aménagements de qualité, répondant à des considérations environnementales, sociales et économiques et contribuant à la santé de la population. Donc, le PEMAD en vigueur avait déjà beaucoup de contenu là, sur la qualité des milieux de vie. On l'a donc révisé en ajoutant spécifiquement la notion de santé en lien avec l'aménagement du territoire afin de s'assurer que nos milieux de vie contribuent à la santé de la population. On a aussi mis plus d'emphase sur la notion de mixité fonctionnelle ou diversification des fonctions pour valoriser finalement un éventail de fonctions différentes là, dans un même milieu, que ce soit résidentiel, commercial, administratif, culturel, etc. La mixité, c'est vraiment traité comme un élément d'attractivité dans nos milieux de vie. Il y a d'autres notions importantes comme la mixité sociale afin d'avoir des milieux de vie inclusifs et aussi la notion de densité là, parce que la présence d'une masse critique de résidents va favoriser la présence de plusieurs services dans un milieu de vie. Donc, ces éléments-là étaient déjà intégrés dans le PEMAD et sont évidemment conservés. Sur l'image, on voit le concept là, du quartier de 20 minutes, là, qui est un concept mis de l'avant par la ville de Portland, mais qui a déjà été repris par plusieurs municipalités dans le monde. Donc, on le présente à titre d'inspiration. Et cette approche-là repose sur la création de quartiers dans lesquels la majorité des résidents vont pouvoir accéder à leurs besoins quotidiens à pied, à vélo, en transport en commun. Donc, travailler, habiter, se restaurer, se déplacer, faire du sport, etc. Donc, l'objectif suivant, améliorer la résilience des milieux de vie dans une optique de durabilité et face aux impacts des changements climatiques. Donc, dans l'optique d'aménager les milieux de vie de façon durable, la prise en compte des changements climatiques doit vraiment être au cœur de nos interventions. On sait que ce phénomène entraîne notamment l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des épisodes climatiques extrêmes, ce qui va créer une pression sur les infrastructures et les équipements municipaux tout en accentuant leur dégradation. Donc, il y a plusieurs des mesures favorisées en ce sens qui s'inscrivent aussi là, dans les bonnes pratiques de gestion d'eau par bassin versant. Donc, prévoir le verdissement et la création d'infrastructures naturelles lors de réaménagements urbains ou la création de nouveaux quartiers. Par exemple, des infrastructures naturelles telles que des marais filtrants, des toitures végétalisées ou la réduction de superficie minérale. Objectif suivant, créer des lieux d'emploi de qualité et qui distinguent la région métropolitaine. Donc, il y avait déjà du contenu intéressant dans le PEMAD actuel. Là. Donc, on a simplement révisé les mesures pour intégrer les dernières tendances en termes d'aménagement de lieux d'emploi de qualité. Donc, les aménagements pour le transport actif, des présences d'espaces publics, des aménagements extérieurs avec présence d'espaces verts. Donc, ce sont des exemples de mesures qu'on a ajoutées à cet objectif-là. On continue ensuite avec l'orientation sur les paysages identitaires. Premier objectif de cette orientation est de reconnaître les unités de paysage d'intérêt métropolitain et contribuer à leur préservation, leur valorisation, leur aménagement et leur planification en relation avec les caractéristiques distinctives. Cet objectif-là va reposer sur une connaissance fine du territoire à l'aide des unités de paysage d'intérêt métropolitain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de découpage, c'est un découpage géographique basé sur le cadre écologique de référence du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, ça repose sur les éléments physiques du territoire. Les formes du relief, la géologie, des dépôts de surface, la configuration et la densité du réseau hydrographique. Donc, les unités de paysage qui sont qualifiées d'intérêt métropolitain vont présenter un intérêt supérieur là, au niveau de leur composante paysagère et ça va se démarquer donc à l'échelle métropolitaine. Et on les voit, elles sont en grisé là, sur la carte que vous voyez à l'écran. Donc, dans cette version du PEMAD, on est allé un petit peu plus loin que dans le PEMAD en vigueur, c'est-à-dire qu'on demande non seulement d'identifier ces unités de paysage d'intérêt métropolitain,
mais aussi d'identifier et de considérer leurs caractéristiques distinctives là, dans la planification du territoire. Ensuite, l'objectif 27 est de protéger et améliorer l'accessibilité aux points de vue permettant de saisir les paysages d'intérêt et les éléments distinctifs de la capitale. Donc, cet objectif-là repose principalement là, sur l'identification de points de vue de façon à les considérer, à les protéger et les mettre en valeur. Donc, il y a différentes mesures qui sont proposées, dont maintenir l'accessibilité à ces points de vue, les relier par des réseaux récréatifs et en tenir compte notamment dans la réalisation de projets majeurs. Donc, dans le document, vous verrez une carte. Il y a aussi une liste en annexe là, des différents points de vue qui étaient dans le PEMAD actuel et qui sont d'ailleurs, vous pouvez les consulter sur notre carte en ligne. Mais on a procédé à une révision là, en fonction de l'ajout de nouveaux points de vue, comme celui qu'on peut voir là, sur la photo, là, le belvédère dans la côte de l'église, dans le secteur C. Objectif 28, renforcer l'identité et contribuer à l'attractivité de la région en accordant une attention particulière à l'aménagement du réseau routier d'intérêt métropolitain constituant les principales portes d'entrée de la région. Donc ici, il s'agit d'identifier le réseau routier d'intérêt métropolitain qui constitue les principales portes d'entrée à la région et aussi le parcours d'accueil de la capitale, qui est le parcours cérémonial qui est mis de l'avant par la CCMQ, Commission de la capitale nationale du Québec. Donc, parcours cérémonial entre l'aéroport et le centre-ville de Québec. Donc, on demande de contribuer à sa mise en valeur par le contrôle de certaines interventions aux abords des axes afin qu'ils contribuent à l'image distinctive des paysages perçus à partir de ces axes. Donc, ça peut être un contrôle des infrastructures, de la qualité des aménagements, du verdissement, la mise en valeur de percées visuelles, etc. Ensuite, objectif 29, protéger et mettre en valeur les paysages fluviaux et en tirer profit par des interventions s'intégrant aux qualités naturelles, culturelles, visuelles et patrimoniales du fleuve. Donc, cet objectif-là se base sur l'identification de bassins visuels là, qui correspondent à l'ensemble des surfaces qui sont visibles à partir du fleuve et aussi à partir des rives opposées. La carte, il y a une carte qui est présentement dans le PEMAD en vigueur, mais cette carte-là est en révision afin d'utiliser la technologie LIDAR, là, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure délimitation, en fait, une délimitation plus réelle de ces bassins visuels. Donc, la future carte va reprendre évidemment la catégorisation actuelle de bassins visuels rapprochés, intermédiaires et éloignés. Et ces bassins visuels-là sont ensuite liés à des mesures de protection et de mise en valeur là, qui vont varier selon le type de bassin visuel. Orientation suivante, espaces naturels, récréo-touristiques et patrimoniaux. Donc, on débute avec le premier objectif, l'objectif 30 qui est de contribuer au rayonnement et à l'attractivité de la région par la réalisation de la Trame verte et bleue métropolitaine. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, la Trame verte et bleue, c'est un grand projet que la CNQ travaille depuis 2013 et qui vise à protéger et mettre en valeur des milieux naturels et récréo-touristiques d'intérêt métropolitain et aussi les paysages identitaires de façon à en donner accès à la population et contribuer ainsi à l'attractivité de la région. Donc, le concept qui a été établi dans une première étape qu'on voit à l'écran comprend 4 principaux axes d'intervention. On a les coulées vertes et bleues qui sont les principales rivières de notre territoire, le parcours du fleuve, donc la bordure fluviale autant sur la rive sud, sur la rive nord qu'autour de l'île d'Orléans. Les monts et collines qui correspond là, au territoire occupé par le Piémont des Laurentides. Et aussi, on a les liens récréatifs qui connectent là, ces différents secteurs entre eux. Objectif suivant, assurer l'évolution et le déploiement de la Trame verte et bleue métropolitaine en mettant en valeur et en connectant les milieux naturels et récréatifs, ainsi qu'en favorisant la découverte de paysages identitaires. Donc ici, il s'agit d'intégrer les planifications sectorielles de la Trame verte et bleue, soit les monts et collines et les coulées vertes et bleues, dans les schémas d'aménagement en adaptant le contenu à l'échelle, donc à l'échelle locale. On met également de l'avant dans cet objectif-là le réseau cyclable d'intérêt métropolitain qui consiste principalement en la route verte, mais aussi d'autres segments d'importance non reconnus par la route verte, tels que la liseuse, la piste multifonctionnelle du parc de la rivière Saint-Charles et le tour de l'île d'Orléans.
Donc, on voit ici sur la carte l'exemple du concept des coulées vertes et bleues, qui consiste en les 8 principales rivières de notre territoire qui reposent sur l'identification de corridors nature en vert. Il y a des pôles récréatifs, des aires d'accueil principales et secondaires. On retrouve aussi les pistes multifonctionnelles et les sentiers pédestres. L'objectif suivant est de favoriser un aménagement et un développement du territoire soucieux de la protection du patrimoine. Donc, on demande dans cet objectif-là d'identifier les grands ensembles patrimoniaux et les axes anciens d'intérêt métropolitain et les considérer dans la planification. Donc, il faut savoir que le PEMAD en vigueur reconduisait la liste complète des éléments patrimoniaux. Et ça, on souhaitait le modifier pour 2 choses. D'abord, la liste est appelée à être modifiée, elle est dynamique, donc elle change constamment. Mais surtout que en fait, nos composantes, les MRC, doivent déjà reconduire ces éléments. Donc, on trouvait que ça n'apportait pas particulièrement de plus-value au niveau métropolitain de reproduire la liste des éléments patrimoniaux protégés. On a donc décidé de plutôt s'attarder aux grands ensembles qu'on identifie à partir des axes anciens et des désignations de sites patrimoniaux provinciaux et aussi les lieux historiques nationaux. Donc, on peut tout de suite vous dire que bon, c'est une première étape, mais que la prochaine rencontre, en fait, la rencontre de concertation sur le défi numéro 3 va traiter de cet élément-là pour qu'on puisse discuter de cette liste-là et des bonifications possibles qu'on pourrait y apporter. Ensuite, on aimerait voir des projets d'aménagement culturel sur notre territoire. Donc, le projet d'aménagement culturel, ça fait référence à une approche qui est proposée par le ministère de la Culture, d'adapter l'aménagement du territoire au patrimoine en élaborant un projet d'aménagement culturel qui s'appuie sur les 3 facettes suivantes. Donc, le territoire habité qui fait référence, le territoire hérité qui fait référence au passé, le territoire habité qui fait référence au présent et le territoire allégué qui fait référence au futur. Donc, ces projets-là ont l'objectif de protéger, valoriser, renouveler et créer pour intégrer la culture à l'aménagement du territoire à travers le paysage, le patrimoine, l'architecture, l'espace public et l'art public. Finalement, la dernière orientation du défi 3, mais non la moindre, celle qui concerne le fleuve Saint-Laurent. Donc, cette orientation-là est basée sur la planification du parcours du fleuve réalisé dans le cadre de la Triangle vert et bleu, en partenariat avec la table de concertation régionale sur le fleuve Saint-Laurent pour la zone de Québec. Donc, ce qui est demandé, c'est d'intégrer le concept dans la planification territoriale. On va vous présenter le plan concept en faisant apparaître successivement les couches d'information en lien avec chacun des objectifs de cette orientation-là. Donc, le premier objectif est de mettre en valeur et préserver les milieux naturels caractéristiques du fleuve Saint-Laurent. Donc, on retrouve des pôles nature qui sont en fait des secteurs d'intérêt écologique, d'intérêt et aussi des parcs nature. Par exemple, on voit le parc régional de la Pointe de la Martinière à Lévis, le parc des Hauts-Fonds à Saint-Augustin et aussi des corridors nature qui sont en fait des corridors écologiques. Ensuite, objectif 34, favoriser la création d'interfaces maritimes aux abords du fleuve dotés de lieux de service et d'activités récréatives. Donc, les points rouges sont des lieux de service, d'activités, des lieux de destination. Par exemple, on retrouve Place des Canotiers à Québec, le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré qui est en rénovation actuellement et le quai Paquette du côté de Lévis. Ensuite, favoriser la mise en place de pôles d'activités axés sur l'eau et les activités à caractère nautique aux abords du fleuve. Donc, les points bleus sont les pôles récréatifs axés sur l'eau. Donc, c'est surtout des pôles des lieux de baignade et d'activités centrées sur l'eau, activités nautiques. Donc, par exemple, la baie de Beauport, la marina de la Chaudière à Lévis ou le parc nautique de Cap-Rouge. Et le dernier objectif de cette orientation-là est de consolider les corridors récréotouristiques permettant de mettre en valeur le fleuve ainsi que les accès publics et les paysages qui les caractérisent. Donc, ce sont les liens multifonctionnels qui vont relier les pôles entre eux. On retrouve des corridors cyclables, des promenades de riveraines, parcours des hauteurs, donc en haut de falaise. On propose aussi un circuit de bateau-taxi qui est le trait pointillé bleu qu'on voit dans le fleuve.
Donc, finalement, la carte finale, c'est la carte qui est présentée au PEMAD, là, qui présente l'ensemble des couches que je viens de vous présenter et aussi les principaux pôles avec les noms là, qui sont associés. Donc, voilà, ça fait le tour pour le défi 3. Je laisse la parole à Charles-Éric qui va vous présenter les défis 4, 5 et 6. Merci, Marianne. Peut-être un petit mot avant de s'engager dans le défi 4. Là, on lit vos commentaires sur la plateforme Miro, sont vraiment super intéressants. Là, déjà, personnellement, là, moi, ça m'amène beaucoup de réflexion. Puis si vous le souhaitez aussi, là, c'est pas une obligation, là, mais dans le fond, il y a certains commentaires, là, comme le coefficient de biotope. Moi, je trouve ça super intéressant, mais je connais malheureusement pas ça. Fait que ceux qui souhaitent, dans le fond, nous informer davantage, si vous souhaitez, dans le fond, vous pouvez inscrire votre nom ou le nom de votre organisme pour qu'on sache à qui adresser la question pour avoir davantage de renseignements. Là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais encore faut-il savoir à qui l'adresser. Alors voilà, merci encore pour vos commentaires, c'est super apprécié. Donc, défi 4, communauté métropolitaine visant une sécurité alimentaire pour sa population issue d'une agriculture en transformation, donc concerne l'orientation qui vise à mettre l'agriculture au cœur des milieux de vie. L'agriculture, bon, est importante sur le territoire, là, puis je dis importante, c'est peut-être un euphémisme, là, on parle plus d'essentiel. Elle s'exprime notamment par la diversité des entreprises, la multifonctionnalité sur le territoire, la contribution à la sécurité alimentaire. Donc, c'est tous des éléments qu'on amène ici de façon contextuellement, mais qui vont nous permettre d'établir des objectifs de façon à mettre davantage en valeur, finalement, les activités agricoles. Il y a des nouveaux modes de cohabitation qui existent pour la production agricole et les milieux de vie. On est à réfléchir aussi beaucoup les modèles actuellement. Donc, ces éléments-là, combinés au fait que l'agriculture, les changements climatiques, la biodiversité doivent être pris en compte dans le futur, ben, nous mènent à proposer en fait un certain nombre d'objectifs pour ce qui est de l'agriculture. Donc, prochaine diapositive, Marianne, s'il vous plaît. Merci. Premier objectif, assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. Ça se traduit en fait, là, bon, c'est une carte un petit peu simplifiée qui est présentée ici, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une reconduction de la zone agricole protégée et le fait aussi qu'on souhaite assurer la valorisation de l'agriculture et la diversification des productions. L'idée, c'est de maintenir les paysages, de poursuivre en fait le dynamisme dans la production, d'avoir une occupation finalement qui est vraiment optimale de la zone agricole. Vous le remarquez, je vais peut-être aussi accélérer un petit peu la parole, là, sans toutefois les passer très rapidement, mais pour être sûr qu'on est bien correct dans le temps. Donc, la prochaine diapo, Marianne, s'il vous plaît. Donc, un autre objectif qui est celui de convenir d'une signification culturelle à l'égard de l'agriculture. Bon, l'agriculture, c'est un moteur économique important, c'est un moteur d'attractivité. On recherche ce genre de paysage-là, l'excellence, on recherche à les mettre en valeur. Donc, ici, ce qu'on vient amener comme dimension, comme type de mesure, c'est d'identifier justement les mesures pour mettre en valeur le patrimoine ainsi que le paysage agricole de façon à ce qu'on puisse vraiment se servir de l'agriculture comme moteur d'attractivité sur le territoire métropolitain. Prochaine diapo. Il suit en fait deux objectifs. Le premier, réduire la distance des déplacements des aliments consommés sur le territoire. Le critère, en fait, qui est proposé, c'est celui de développer des circuits courts et augmenter le nombre de points de vente d'aliments régionalement. L'idée, c'est vraiment aussi de travailler sur des nouveaux modèles, justement, de circuits courts ou de circuits de proximité. On souhaite également structurer l'occupation avec, par exemple, des pôles agroalimentaires. Et ultimement, donc, le deuxième objectif, augmenter la sécurité alimentaire par le développement de l'agriculture. Donc, on souhaite mettre en place des planifications relatives, par exemple, aux villes nourricières et à l'agriculture communautaire, notamment, en fait, en favorisant justement l'agriculture urbaine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener de nouveaux types de planification là, dans les planifications régionales et locales. Objectif 23, préserver la qualité et la quantité d'eau ainsi que la santé des sols. L'objectif derrière ça, bon, on fait le parallèle aussi avec une vision métropolitaine de l'eau qu'on a adoptée dans laquelle on établit aussi des objectifs et des mesures en agro-environnement de façon à conserver les sols
et utiliser rationnellement l'eau. Donc, l'idée, c'est de proposer ici des mesures justement pour en arriver à atteindre cet objectif-là. Donc, le travail, en fait, qu'il y aura à faire entre le premier et le deuxième projet sera aussi de statuer sur ces mesures-là. L'objectif 24, soutenir la biodiversité en minimisant les pertes d'habitat et en les requalifiant. Pour ce faire, 2 critères, donc identifier les mesures justement pour restaurer les milieux naturels en zone agricole protégée et l'autre, instaurer des mesures d'aménagement aux interfaces justement des zones agricoles et des périmètres urbains afin de limiter les problématiques de cohabitation et supporter justement la biodiversité. Le dernier objectif, celui qui vise à favoriser un modèle de transition énergétique équitable, l'amélioration, en fait, on vise par ça ici justement l'amélioration de l'efficacité énergétique afin d'assurer la pérennité et l'attractivité dans la région. Donc, pour ce faire, ce qu'on souhaite mettre de l'avant, c'est introduire des mesures permettant l'efficacité énergétique, la substitution énergétique et l'implantation d'équipements de production énergétique en agriculture. Alors voilà pour le défi 4. Maintenant, le défi 5. Communauté métropolitaine garante d'une utilisation plus judicieuse de ses ressources. 2 orientations qui sous-tendent ce défi, conservation des espaces naturels et exploitation durable des ressources. Actuellement, sur le territoire, il y a des espaces naturels qui sont vraiment d'une grande valeur. Donc, on le disait d'entrée de jeu qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur ces milieux naturels-là. Et de ce fait, ils contribuent également à la lutte au changement climatique. Là, on y viendra peut-être un peu plus tard. Là. Mais l'idée, c'est vraiment de dire on met en valeur et on protège ces milieux-là. Des espaces naturels, justement, qui sont vraiment convoités également et insuffisamment protégés. Et on a des ressources forestières également qui sont essentielles. Et l'idée, c'est de voir comment on peut mieux les valoriser et s'assurer tout en même temps d'une cohabitation harmonieuse. Le premier objectif, en fait, dans le cadre de ce défi-là, c'est augmenter la superficie du réseau métropolitain d'espaces naturels protégés. Donc, on veut évidemment avoir un réseau métropolitain d'espaces naturels à l'échelle du territoire et on veut également maintenir les fonctions et les services écosystémiques de ce réseau-là. Pour y arriver, en fait, ça passe par une reconnaissance d'un réseau, naturellement. Donc, on a déjà des espaces qui sont identifiés dans le cadre de la trame verte et bleue, ceux qui sont déjà protégés par une loi ou même ceux des milieux humides d'intérêt métropolitain. J'y viendrai à la prochaine diapositive. Là, on vous expliquera un peu en quoi ça peut contribuer à la reconnaissance du réseau. On a également l'identification de d'autres milieux naturels, donc qui n'ont pas nécessairement de statut légal, des milieux d'intérêt plutôt soit régionaux ou locaux, ou même les TIAM, les territoires incompatibles avec l'activité minière, ou tout autre finalement milieu qui pourrait justement s'insérer dans ce réseau métropolitain d'espace-là. Et le dernier critère, en fait, c'est celui de déterminer des mesures, évidemment, pour les protéger. En fait, c'est un élément qui est à réviser. En fait, il y a déjà des bases, actuellement dans le PEMAD révisé, mais quand même, en prévision du deuxième projet, il y a beaucoup de travail à faire, de réflexion puis de concertation là, pour en arriver vraiment à statuer sur des critères et des mesures très concrètes. Évidemment, pour l'ensemble de ce réseau-là, on se doit d'avoir une connectivité écologique à travers celui-ci. Pour ce faire, identifier évidemment des corridors de connectivité écologique. Là, on a déjà des études sur le territoire, là, celle de Jérôme Duprat, entre autres, qui met déjà de l'avant ces éléments-là. Et également déterminer des prescriptions relatives à la mise en réseau des espaces naturels d'intérêt. Donc, de façon à ce que justement l'ensemble de ce réseau-là soit, oui, protégé, mais aussi très, très connecté, de façon à ce qu'ils jouent pleinement leur rôle au sein du territoire. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Marianne. Merci beaucoup. Autre élément, donc la contribution à la conservation des milieux humides d'intérêt métropolitain. Ici, là, on utilise intérêt métropolitain parce que, en lien avec le travail qui se fait actuellement au niveau des PRMHH, l'idée, c'est de prendre le travail qui se fait dans le cadre des PRMHH aussi, mais l'amener dans une cohérence métropolitaine. C'est un travail qui sera fait entre le premier et le deuxième projet, encore une fois, en concertation aussi avec nos partenaires. Pour ces milieux-là qu'on aura identifiés, il y aura aussi des mesures relatives à leur protection, comme on le disait, pour le réseau métropolitain. Et troisième élément aussi, c'est le fait d'assurer une compatibilité de la planification. Puis c'est un élément ça, auquel on tient quand même beaucoup, c'est celui de s'assurer que les planifications se parlent entre elles. Donc l'ensemble des planifications, dans ce cas-ci, on parle évidemment des PRMHH,
et des schémas, là, mais l'idée, c'est aussi que les autres planifications, toutes les planifications métropolitaines et régionales se parlent entre elles, puis qu'il n'y ait pas nécessairement de dédoublement. Alors voilà, ici, l'idée, c'est vraiment de faire un travail entre le premier et le deuxième projet. Maintenant, l'exploitation durable des ressources. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est accroître et maintenir la contribution des forêts au soutien et à la résilience. Pour y arriver, en fait, deux éléments. Donc, le premier, reconnaître les ensembles forestiers d'intérêt métropolitain. Donc, une fois que ceux sont reconnus, bon, on comprend qu'ils peuvent jouer davantage leur rôle ou qu'ils sont davantage mis en valeur. Et le deuxième élément, c'est favoriser un meilleur encadrement des activités, un encadrement, disons, toujours plus durable, en fait. Et l'idée, c'est vraiment justement d'en arriver à ce que ces forêts-là, finalement, jouent le rôle qui leur sont attribués, celui de la résilience, contribuer à la résilience, finalement. Objectif 41, reconnaître le potentiel pour la production et la distribution d'énergie renouvelable. Il y avait d'ailleurs des commentaires dans le Miro à ce sujet-là. Donc, on sait qu'il y a un potentiel sur le territoire, notamment au niveau des projets éoliens, des parcs solaires. Et l'idée, ça serait de considérer les éléments sensibles du territoire face à l'implantation de ces projets-là. Encore une fois, on est dans l'intégration de l'environnement et des particularités par rapport au projet. Donc, c'est un peu ça aussi l'idée qu'on souhaitait mettre de l'avant, comme je le disais d'entrée de jeu. Alors voilà pour cet élément-là. Je pourrais passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pour dernier élément, en fait, de l'exploitation durable des ressources, donc l'encadrement des activités d'extraction de façon à réduire les impacts sur les milieux sensibles. Donc, identifier des territoires incompatibles avec l'activité minière, tel que demandé en fait dans les orientations gouvernementales. Et pour les territoires qui ne seraient pas compris dans les territoires incompatibles, là, on demande quand même aussi d'identifier des secteurs sensibles par rapport aux activités d'extraction, incluant les carrières et sablières. Il y avait déjà des éléments dans le PEMAD actuel, mais quand même, là, on vient renchérir, on vient bonifier en fait de façon à ce que les secteurs à proximité soient pris en compte puis soient mieux intégrés finalement au territoire. Prochaine diapo. En fait, le défi numéro 6, qui est une communauté métropolitaine plus résiliente face aux aléas l'aléa anthropique et naturel. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment la résilience des communautés. Donc, on a une obligation légale qui est celle on les appelle les contraintes anthropiques et naturelles de façon usuelle, mais ici, on est venu modifier en fait et le remplacer par aléa anthropique et naturel. On a une expertise pour développer métropolitaine pour la connaissance du risque. Et considérant que l'aléa puis l'identification des éléments puis des éléments exposés sont des éléments clés à l'identification des risques, bien, on pense que ça doit être mis de l'avant dans l'outil de planification. Et le dernier élément, c'est que la planification, je dirais, comme un outil de référence à la prévention et au rétablissement rapide des communautés. Donc, si on est capable de les amener dans les outils de planification, on est capable de mieux se rétablir et de façon plus rapide. Trois éléments ici. Donc, l'objectif 16, contribuer à la gestion des risques par l'identification des aléas. L'idée, en fait, c'est vraiment, donc, qu'est-ce qu'un aléa? Donc, c'est vraiment un phénomène, une activité susceptible d'entraîner des pertes humaines, économiques ou sociales. Et en le juxtaposant avec la vulnérabilité, là, en fait, on obtient le risque. Donc, le premier critère, c'est vraiment celui d'identifier et considérer l'exposition des biens des personnes aux aléas de la planification. Dans un deuxième temps, l'objectif 17, prévenir les sinistres par la prise en compte dans la planification territoriale. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment d'intégrer ces éléments-là dans les outils de planification. Et le dernier objectif, donc, se rétablir efficacement suite à un sinistre par la planification et la reconstruction. Donc, je vais céder maintenant la parole à Caroline qui va vous entretenir sur le défi vers l'atteinte d'une carboneutralité dans l'aménagement et le développement du territoire. Tu as la parole, Caroline. Non pas à Caroline, mais à moi, Charles-Éric, pour Antoine. ce bout-là. Parfait. Désolé. Donc, voilà, ben oui, je prends le relais pour la fin de la présentation. Courage tout le monde, là, on sait que c'est beaucoup de contenu. Il nous reste juste quelques minutes, puis ensuite, on va prendre une petite pause. Donc, il nous reste à vous entretenir du dernier défi, qui est le défi transversal sur la communauté métropolitaine engagée vers l'atteinte de la carboneutralité dans l'aménagement et le développement de son territoire.
Pour la CMQ, c'est un défi qui revêt une importance particulière parce que le Conseil a adopté en avril 2019 une déclaration pour la préservation d'un environnement climatique propice au développement de son territoire. Donc, dans cette déclaration-là, la CMQ s'engageait à mettre en place notamment un processus de concertation à l'échelle métropolitaine sur les changements climatiques. Donc, c'est notre base là, solide pour intégrer cette notion-là dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement. À la diapositive suivante, donc on voit que concrètement, là, il y a différents principes liés à la carboneutralité qui ont été intégrés dans le PMAD à différentes orientations qu'on a déjà traitées là, dans la présentation. Toute la notion de réduction des émissions de gaz à effet de serre passe dans le PMAD pour le moment beaucoup par les orientations autour de la mobilité durable, la structuration du territoire. Pour ce qui est de la séquestration et le stockage du carbone, c'est beaucoup par la conservation, la mise en valeur d'espaces verts, foresterie urbaine, la conservation de milieux naturels. La compensation des émissions, elle est moins traitée là, dans le PMAD. C'est peut-être moins dans le champ d'action d'un PMAD révisé. Si vous avez des propositions à cet égard-là, on sera heureux de les recevoir. Puis, l'amélioration de la résilience des communautés, il y a une orientation propre là, que Charles-Éric vient tout juste de vous présenter auparavant. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a décidé de le traiter de façon transversale. C'est toujours un défi qui reste quand même beaucoup à réfléchir et à travailler. Donc, vraiment, les propositions, les pistes de réflexion sont tout à fait les bienvenues. Là. Vous pouvez les mettre dans le numéro dès maintenant ou nous les signifier là, par la suite aussi. Donc, à la prochaine diapositive, on voit que ce que prévoit concrètement le premier projet de PMAD pour le moment, c'est que la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec, se dote d'une stratégie métropolitaine de transition climatique et d'une structure de gouvernance qui soit chargée du dossier. Donc, les objectifs poursuivis par cette stratégie métropolitaine-là et la structure de gouvernance qui en serait responsable, c'est donc d'acquérir des connaissances. D'abord, c'est déjà en cours à la CMQ et au sein de plusieurs de nos composantes. On a actuellement 2 projets en cours de démarrage là, pour effectuer des bilans de carbone à l'échelle métropolitaine et aussi sur l'adaptation au changement climatique à l'échelle métropolitaine. C'est 2 composantes importantes, mais il y en aurait plusieurs autres. On a aussi comme objectif d'identifier des objectifs à atteindre, des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aussi d'analyser l'impact des choix d'aménagement sur le climat et la résilience. Donc ça peut passer par exemple par des outils d'aide à la décision, de se doter de bilans de carbone et de créer des opportunités d'innovation sociale, technologique, économique. Donc c'est toutes des choses qu'on pourrait discuter dans une structure de gouvernance et inscrire dans une stratégie métropolitaine de transition climatique là, prévue au PMAD. Ça nous amène vers la toute fin de la présentation. Il reste beaucoup de travail à faire. Nos équipes sont déjà à l'œuvre et on va vous solliciter beaucoup là, dans les prochains mois. Mais quelques exemples ici, là, non exhaustifs, il y en aurait plus de travaux qu'on poursuit là, en vue de du deuxième projet de PMAD révisé. D'abord, on veut définir des cibles pour l'orientation sur la mobilité durable. On veut instaurer des seuils de densité minimum plutôt que des seuils de densité moyens. En fait, c'est la loi qui nous parle de seuils de densité minimum. Donc, on a une réflexion là, à refaire sur les seuils de densité. Charles-Éric le disait, on veut définir, identifier des bassins versants d'intérêt métropolitain. On veut aussi définir les infrastructures essentielles métropolitaines qui sont susceptibles d'être nécessaires au rétablissement des communautés, mais aussi qui peuvent être exposées à différents aléas. Ça, c'est l'orientation 4. On veut préciser les attentes pour le critère relatif aux interfaces entre la zone agricole et les périmètres urbains. Donc, pour le moment, on dit qu'il va falloir porter une attention à ces zones d'interface-là. On veut aller préciser de quelle façon le faire à l'orientation 5. On veut aussi définir des critères qui permettent d'identifier les grands ensembles patrimoniaux, les axes anciens d'intérêt métropolitain. Donc, ces critères-là vont faciliter là, le travail d'identification. Identifier les milieux humides d'intérêt métropolitain, comme le disait Charles-Éric, en collaboration avec les plans régionaux des milieux humides et hydriques notamment. Et déterminer les cibles pour la conservation d'espaces naturels. J'ai vu que ça faisait partie des commentaires aussi dans le Miro, donc c'est dans notre intention de se doter de cibles à cet effet-là.
Donc, si j'avance à la prochaine diapositive, ce sont les prochaines étapes à venir. Aujourd'hui, on est là dans le premier carré, le premier rectangle, pardon, là, en gris, la présentation aux partenaires. Il y aura ensuite, en octobre et novembre, les rencontres thématiques sur les différents défis. Et il y aura aussi la mise en place d'une plateforme de participation citoyenne, Bâtir ensemble, là, où chacun pourra contribuer à amener des idées, des propositions pour alimenter le PMAD révisé. On recevra ensuite les avis du gouvernement et des composantes quelque part en décembre, janvier, à l'issue des 180 jours là, qui ont été donnés. Et une fois qu'on aura tout ça en main, donc les résultats de la concertation, les résultats de la plateforme de participation citoyenne Bâtir ensemble, les avis du gouvernement, les avis des composantes des municipalités, bien là, on aura à l'hiver un travail d'élaboration du deuxième projet de PMAD révisé, intégrant le plus possible tous ces intrants-là, pour une adoption par le Conseil de la CMQ et une transmission au MAMACH et la période de consultation publique légale prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme réel prévue pour l'automne. Encore une fois, tout ça est sujet à ajustement là, si on a besoin de plus de temps pour la concertation ou suite aux élections municipales, s'il y a des ajustements à apporter. Donc, je termine en rappelant les conditions de succès. Vraiment, là, on pense, nous, qu'on peut arriver à avoir un bon deuxième projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé. Si on a un bon engagement, une adhésion des composantes, j'ajouterai des partenaires là, qui sont présents aujourd'hui. Si on reste toujours sur le respect des échelles de planification, donc on ne veut pas s'ingérer là, dans le travail des municipalités ou des MRC, mais vraiment agir à l'échelle métropolitaine. Poursuivre l'acquisition de connaissances parce qu'il y a encore plusieurs connaissances qui sont nécessaires au développement, par exemple, d'indicateurs. Là, je vois que ça a été beaucoup commenté dans le Miro. Et maintenir une concertation de qualité. Donc, ça nous amène à la fin de la présentation. Ce que je vous propose pour le moment, c'est de prendre peut-être un 5 à 8 minutes là, de pause pour que chacun puisse aller à la salle de bain se faire un café. Puis vraiment, s'il vous plaît, de revenir par la suite, là, de ne pas quitter en grand nombre. On va se pencher ensemble sur le Miro, puis vous allez pouvoir formuler aussi vos commentaires de vive voix. Il y a des choses dans le Miro peut-être qui sont à préciser, là, donc on aura une période d'échange. Donc, je vous propose qu'on prenne une petite pause puis qu'on revienne à 11h15. Ça nous laissera donc 45 minutes pour cette période-là d'échange pour entendre vos commentaires puis aller le plus loin possible aujourd'hui. Donc, merci tout le monde. De retour à 11h15.